Mauricio Gatti, nous évoquions aussi hors caméra le rapport aux langues des jeunes générations, le rapport aux langues autochtones des jeunes générations, alors qu'ils ne sont pas des écrivains ou des écrivaines. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors c'est sûr que les langues parlées par les personnes âgées sont différentes des langues autochtones parlées par les jeunes générations qui sont nées sur les communautés. Parce qu'il y a tout un vocabulaire relié à la nature, à l'environnement, à la chasse, qui avait toute sa place anciennement, qui a moins de place aujourd'hui dans les communautés urbaines ou dans celles qu'on appelle réserves. Et les jeunes, malheureusement, sont en train de perdre toute une partie de ce vocabulaire parce que quand tu n'as pas besoin de l'utiliser, ben, tu ne l'utilises pas. C'est tout à fait normal. On a ce phénomène dans toutes nos langues. Mais donc cette terminologie et cette partie de richesse des langues, malheureusement, se perd. Alors on a justement des auteurs comme Joséphine Bacon qui disent, ben, moi je me force quand j'écris mes poèmes en Innu-Aimun, d'utiliser tous ces termes reliés au territoire et à cette réalité-là qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui, justement pour laisser une trace de cette langue. Mais les jeunes aujourd'hui dans les communautés, souvent ils parlent une espèce de créole où ils mélangent langue autochtone et français. Ça peut être au niveau lexical, mais des fois c'est même au niveau de la structure de la langue. Ils la modifient beaucoup, la langue. Et puis, des fois, on a des communautés plus éloignées, comme Schefferville, par exemple, la communauté d'origine de Anamtanegabesh, où, ben, de par son isolation, l'Inuimun a été mieux conservé par rapport à d'autres communautés plus urbaines. Si je pense à Ouachap Maliotenam, qui est proche de la ville de Sept-Îles, la proximité avec le français fait que la langue, les deux Inuits ont évolué de façon différente. Puis, il y a plusieurs villages Inuits au Québec, il y a des Inuits différents. Les Inuits parlés sont très différents entre eux des fois. Et donc ça amène toute la question au niveau de l'inno écrit, de la standardisation de l'orthographe. Parce pour nous c'est évident, parce que nos langues sont standardisées depuis très longtemps, mais les Inuits, par exemple, si je prends leur exemple, sont en train de faire ce travail. Sauf que ça ne crée pas toujours le consensus, le fait de standardiser une langue, parce que tu dois faire des choix, et donc tu dois sacrifier certaines différences que tu as dans l'oral. Mais sauf que là, le fait que les gens ne s'entendent pas toujours sur certaines graphies ou certaines terminologies, ben, ça pose encore plus de problèmes aux auteurs quand après ils décident de publier dans leur langue. Parce que par exemple, euh, Joséphine Bacon utilise la langue standardisée de l'Institut Tchagabesh, mais après souvent les auteurs Inuits du lac Saint-Jean qui ont un autre Inuit ont leur propre standardisation à laquelle ils tiennent beaucoup et qu'ils vont utiliser. Quand on regarde les titres des poèmes d'Édouard Itouao-Germain dans Nikistizine, je me souviens, ils sont justement dans le Inuit standardisé du lac Saint-Jean. Alors ça fait qu'avoir une seule façon d'écrire l'Innu n'est pas encore une évidence aujourd'hui. Alors ça pose toutes sortes de défis pour les auteurs. Et en même temps, on assiste à un regain d'intérêt des jeunes générations pour l'apprentissage justement de leur langue. Oui. Et c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on ne voyait, qu'on voyait pas. Et heureusement aussi le développement de plus en plus de programmes en langue autochtone dans les écoles des communautés. Donc l'enseignement des langues autochtones qui arrive à des niveaux toujours plus hauts dans l'enseignement et aussi au niveau des universités, l'enseignement des langues autochtones qui a déjà été plus fort dans le passé, mais qui s'est perdu dans certaines universités et qui revient maintenant. Et puis, vu qu'on parle de langue, automatiquement d'éducation, la création de l'institution Kiuna, qui est une institution postsecondaire autochtone dans la communauté abénakise d'Odanak, et bien qui a voulu vraiment créer un enseignement au niveau postsecondaire adapté aux autochtones, centré sur les thématiques autochtones. Donc on étudie les langues autochtones, on
étudie les littératures autochtones, la géographie, l'histoire, mais d'un point de vue autochtone. Alors ça, c'est très intéressant pour le développement aussi du cursus scolaire des étudiants. D'ailleurs, c'est une institution qui a cette prémisse, mais dans laquelle peuvent s'inscrire des non-autochtones. Oui, puis c'est une façon aussi de se réapproprier sa langue et par-delà sa langue, son histoire, finalement. Effectivement. Oui, parce que on parle de mémoire, on parle d'histoire, donc l'histoire qui est enseignée dans les écoles et dans les écoles québécoises est une histoire du point de vue du colonisateur. Donc de plus en plus d'efforts sont faits pour que la place des Premières Nations soit de plus en plus forte et de plus en plus correcte dans le récit historique, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est ce dont on parlera dans notre prochaine capsule.